Je vais traiter d'un sujet qui n'est pas directement lié à l'astrologie, mais qui est lié plutôt à la question juive. Mais ce sont des sujets qui sont non très liés entre eux, parce qu'ils relèvent d'une même démarche anthropologique. Et que mon démarche anthropologique n'est pas limitée, loin de là, à la question de l'astrologie, mais que tout est en synergie dans ma pensée. Alors, je pars d'une nouvelle hypothèse, qui est assez banale en apparence, mais qui n'a pas été spécialement travaillée par d'autres jusqu'à présent, à savoir que si le peuple juif a été élu, il ne l'aurait pas été par Dieu, comme ça semble être plus ou moins sous-entendu dans l'esprit de beaucoup. Mais je pense qu'une autre hypothèse est tout à fait concevable, c'est qu'il aurait été élu par d'autres peuples. On pense notamment à la façon dont les Européens ont été reçus en Amérique centrale, un peu comme des dieux. Et je crois beaucoup à ce scénario d'une population qui débarque quelque part, qui a une autre apparence, qui est d'une autre race, d'une autre couleur, et qui va faire l'objet d'un culte de la part des populations locales. Parce que, ça c'est un premier point, parce qu'en fait, je pense que pour qu'il y ait élection, pour qu'il y ait distinction, il faut qu'il y ait visuellement une différence. Comme on dit, nul n'est prophète dans son pays. Il fallait donc qu'une certaine population blanche se retrouvât dans un milieu qui ne l'était pas. En tout cas, qui était racialement très différent, en tout cas suffisamment différent pour être distinct. Donc ça existe donc deux conditions. Premièrement, le peuple élu serait lié à celle d'une rencontre avec d'autres peuples, mais aussi d'une rencontre avec d'autres races. C'est-à-dire que c'est la rencontre elle-même qui est constitutive de la spécificité juive. Elle n'est pas préexistante, cette spécificité juive, elle est la conséquence de ce déplacement. Ce déplacement, à quoi tient-il? Si on reste dans cette hypothèse, pourquoi les Juifs seraient-ils donc une population blanche européenne qui aurait colonisé, qui aurait été une tête de pont au Moyen-Orient, par exemple, qui ne serait pas du tout le berceau de la race juive, mais au contraire une colonie de la race juive, et plus exactement une colonie juive émanant tout simplement de la race blanche. C'est un avant-poste de la race blanche au Moyen-Orient. Voilà la thèse que je défends. Et c'est dans cette rencontre entre la race blanche locale, donc colonisée, installée, implantée au Moyen-Orient, et des populations locales, que s'est constitué le phénomène juif. Le phénomène juif dans sa spécificité, dans son caractère électif, et évidemment, confronter les Juifs au sein du monde européen, ils n'ont rien, on ne comprend plus, on ne comprend pas. Hein, parce qu'il n'y a rien de spécial, physiquement. Mais en revanche, plonger dans un monde où le blanc n'est pas la norme, où il y a un monde noir, et bon, la question de savoir s'il y a une race arabe, en tout cas, je ne parle pas sur le plan scientifique, je parle sur le plan distinctif. Hein. On est dans le domaine du visuel, on n'est pas dans le domaine du scientifique ici. En tout cas, on est dans le domaine de la scientificité visuelle, du visible. Apparemment, on arrivait à distinguer, et on arrive toujours à distinguer, les Arabes
Donc, toute l'histoire juive est aussi liée à cette question de l'implantation blanche dans le monde arabe, que ce soit les croisades ou que ce soit l'État d'Israël, qui est quand même finalement décidé par les Nations Unies, et notamment, et puis déjà voulu par toutes les nations étant beaucoup plus européennes que ne seront les Nations Unies 30 ans plus tard. Voilà, il y a toujours cette volonté de présence, de maintenir la présence blanche dans le monde arabe. Et en réalité, quand le monde arabe refoule les juifs, en réalité, il refoule carrément les blancs. Il ne faut pas confondre les choses. D'ailleurs, pour moi, c'est la même chose. Alors, ensuite, ils ont été... donc finalement, ça renverse un peu le problème, parce que du point de vue racial, les juifs sont venus d'Europe, et du point de vue, évidemment, religieux, c'est leur installation au Moyen-Orient qui les a différenciés sur le plan culturel, sur le plan du message, sur le plan du discours, sur le plan du statut. Ils sont revenus en Europe, auréolés d'un statut de peuple élu, qui leur avait été donné par les populations locales, et non pas par les populations blanches. Et c'est aussi cette conflictualité entre ces différents regards qui pourrait expliquer, par certains côtés, à la fois les tensions qui existent entre les juifs et les arabes, mais aussi les tensions qui existent entre les juifs et le monde chrétien, pour des raisons totalement différentes, et paradoxales d'ailleurs. Les Arabes n'assument plus véritablement cette dimension élective du peuple juif, qu'ils ont compris comme étant essentiellement donc, une volonté de colonisation du monde arabe par les Blancs. Et les chrétiens, ne pouvant pas s'exciter à propos des juifs, puisque finalement ce sont des blancs comme eux, et donc il n'y a aucune raison dans leur esprit de les distinguer. Alors que pour les Arabes, c'est nommé différemment. Donc, pour moi, les juifs, c'est la race blanche qui s'expatrie. Qui prend pied en dehors de son champ, en Asie en l'occurrence, et dans un scénario qui n'est pas très différent, à mon avis, de celui qu'on aura connu pour l'Amérique, la fin du XVe siècle, avec la race rouge, c'est confronté à la race blanche, et cette fois-ci, ce ne sont plus les juifs qui arrivent là, nos populations, et les Américains, quelque part, c'est-à-dire les blancs américains, ont un statut qui est électif aussi, un petit peu comparable à celui des juifs au Moyen-Orient. On pourrait poser la question aussi d'une translation de pouvoir à ce niveau-là, et d'image, si ce n'est que, évidemment, la présence, la puissance occidentale et blanche au Moyen-Orient n'a pas été aussi forte que la présence blanche en Amérique. Bon, un problème, c'est une question de guerre, des rapports de force, etc. Mais enfin, il y a un parallèle. N'oublions pas aussi que la race blanche a une sorte de tendance à vouloir coloniser le monde. Elle l'a fait de façon superbe en Inde, en Afrique, en Australie et ailleurs. Donc cet instinct de créer des colonies un peu partout en dehors du champ européen est bien connu. C'est pas un problème. Alors la question qui vient maintenant, à partir de ce préalable, de ce prélude, c'est de savoir si les Juifs ont acquis de ce fait des facultés particulières, si on admet que le fait d'être instrumentalisé d'une certaine manière et d'être perçu d'une certaine façon, avec la notion de visuel que ça implique, est-ce que ça veut dire que ça peut éventuellement conférer des facultés particulières à la population concernée?
c'est un point qui reste à débattre en vérité. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que les Juifs, en dehors de toute considération religieuse, ont contribué singulièrement à l'avancée de la science occidentale, et qui n'était pas non plus absent d'ailleurs du monde arabe, de la science arabe. Ils ont été par ailleurs des traducteurs et des transmetteurs. Donc, sur ce point, on peut se poser des questions. De même que ça nous renvoie d'ailleurs à la question des sexes, le fait que les femmes et les hommes soient différenciés du point de vue visuel, et qu'ils aient de ce fait acquis des sexes différents. Est-ce que ça a provoqué des programmations intérieures différentes, même si elles étaient au départ arbitraires, ou bien est-ce que ces deux populations, que sont les hommes et les femmes, ont des origines différentes, ont des vécus différents dès le départ? Alors moi, personnellement, j'opterais plutôt pour la dernière hypothèse, c'est-à-dire effectivement, autant pour les Juifs, je ne pense pas qu'au départ ils étaient différents, et de toute façon visuellement ils ne sont pas différents des Blancs, autant les femmes et les hommes sont différents, et physiquement, et de manière beaucoup plus définitive, ce point-là, et même si on dit que ça n'a pas son importance, alors ça c'est sur le débat entre la science du visible et la science de l'invisible, puisque il y a deux épistémologies, n'est-ce pas? Moi là je suis plutôt en anthropologie dans la science du visible. Mais bon, c'est un autre sujet. Bon, alors, cette approche ne résout pas tout, mais j'en résume effectivement les grandes lignes, à savoir qu'il n'y a pas d'anthropologie qui ne soit pas sous-tendue par le visuel, par le visible. Hein. Je ne reviendrai pas sur la question des planètes, qui elles-mêmes doivent être visibles pour pouvoir exister dans le champ de conscience de l'humanité, une certaine société. Donc, la visibilité est donc la différence. Une visibilité qui n'est pas différente, ce n'est pas une visibilité. Donc la visibilité, elle est forcément différentielle. Elle est nécessairement duelle. Hein, c'est ce qu'on va dire. Donc une visibilité, une différenciation du visible, c'est une condition préliminaire à toute construction d'une différence culturelle, anthropologique, et ce qui implique une confrontation entre des populations différentes, et qui se regardent mutuellement, et avec des rapports de force qui font que l'une peut sembler supérieure à l'autre. S'il y a peuple élu, comme en Amérique centrale, quelque part, c'était perçu comme étant effectivement un peuple supérieur. Le peuple blanc était supérieur. On ne peut accorder d'importance qu'à ce qui est différent visuellement. Donc, puisque les Juifs ne sont pas différents des Blancs en Occident, c'est qu'ils se sont constitués dans leur élection dans un monde qui n'était pas blanc.